vraies voix qui font rouler la France. Et c'est vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h au sommaire de cette émission. Une petite révolution dans les rues de la capitale. Le 4 février dernier, 5,68, oui, soyons sûrs sur le chiffre, des Parisiens ont voté en faveur du triplement des tarifs de stationnement pour les SUV, des véhicules considérés comme encombrants, lourds. On en débattra avec Yves Cara, qui sera avec nous dans quelques instants, porte-parole de Mobility Club France, et Tony Renucci, directeur général de l'association Respire et conseiller municipal à Joinville-le-Pont. Le stationnement en ville peut être coûteux pour cent des Français. À louer un parking pour réduire les frais. Selon Zen Park, le coût moyen de location est de 87,95 € par mois en France. Aurélien Beaumont, directeur marketing de Zen Park, sera en notre compagnie. Et puis la finale du prix Pionnier ACF 2024 qui aura lieu, je le rappelle, le 24 avril en direct de l'Automobile Club et en direct sur Sud Radio, bien entendu. L'un des 6 finalistes sera avec nous ce soir, la start-up de la semaine, Introview. C'est ça, je l'ai dit bien. Absolument, Introview, si vous préférez. Sorry, my English is not very good. Sohaib El Outmani sera avec nous, directeur de l'innovation d'Introview. Great. Thank you so much. Allez, bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par le coup de klaxon du jour avec Maxime qui nous appelle de Paris. Bonsoir Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bienvenue. Alors, racontez-nous les raisons de votre coup de klaxon. Et je crois que ça va klaxonner dur. Alors, le coup de klaxon, c'est que j'ai acheté un véhicule hybride il y a quelques semaines sans être au courant du projet de référendum de Madame Hidalgo. C'est pas un référendum, c'est une votation. C'est pas pareil. Oui, là, appelez ça comme vous voulez. le vote, comme vous voulez. Et il s'avère que j'ai pris un véhicule hybride et je vais passer d'une tarification gratuite de stationnement à Paris à 225 € pour les 6 heures sur les arrondissements centraux de Paris. Sachant que la même voiture non hybride n'est pas assujettie à cette surtaxe, alors qu'elle est censée être plus polluante. C'est quel véhicule que vous avez pris ? Une Q3. D'accord, donc Audi. Et donc le thermique fait moins de 1600 kg et la hybride, fait plus de 1600 kg. Exactement. Donc vous regrettez de ne pas avoir pris la thermique, vous l'auriez payé moins cher et vous paieriez moins cher le stationnement. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment un projet de loi complètement aberrant. Alors on va faire réagir nos invités. Yves Cara, vous entendez ça ? Vous voulez que je crie tout de suite ou que j'attends un peu ? Vous pouvez y aller, parlons vrai, c'est écrit. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais. Moi je sors de l'air pollué Maxime, 20 fois plus aux particules fines du métro, vous voyez, donc il n'y a rien de parfait puisqu'il est plus pollué dessous que dessus. Moi je vais vous dire, j'ai eu un SUV, un Kuga pour tout dire, hybride qui roule au E85, 50% je suis en C'est l'éthanol. C'est l'éthanol, 50% je suis en électrique, 50% je suis à l'éthanol, 90% en moins quasiment de rejets polluants par rapport à une essence. Et je paierai aussi 225 € pour 6 heures de stationnement où je n'irai jamais, bien évidemment. Donc oui, effectivement, c'est totalement... Mais le plus grave dans cette histoire, c'est que l'impartialité, la neutralité dont doit absolument faire preuve la collectivité qui organise ce genre de votation, on est très très loin de cette neutralité. Ça, c'est grave. Tony Renucci pour répondre. La question qui était posée, elle était très engagée. Très engagée, très orientée. Tony, vous allez faire quoi ? Vous allez la garder quand même, cette voiture ? Vous allez faire quoi ? Non, c'est Maxime. Maxime, pardon. Tony, il est là, il va répondre à Maxime. Tony, pardon. Je sais plus où j'habite, moi. Sud Radio. Ah oui, c'est ça. Bienvenue chez moi. J'ai hésité à la changer. Pour le moment, je la garde et on verra bien si dans l'usage, c'est vraiment très contraignant avec les parkings ou pas. Mais si les parkings s'alignent, on n'aura pas le choix de la changer. Je peux me permettre de vous poser une question ? Vous habitez à l'extérieur de Paris, vous êtes obligé de prendre votre voiture pour venir travailler dedans, Paris ? C'est ça. Donc j'habite à l'extérieur de Paris et après c'est pas récurrent, mais de temps en temps je dois aller à Paris en voiture pour travailler. Et donc du coup, il n'y a pas le choix de stationner. Ce sera parking souterrain qui risque d'augmenter leur prix pour être juste dessous et puis rentrer un peu plus d'argent. Ça va se passer comme ça, non ? On va faire répondre Tony Renucci à Maxime comme rapidement. Non mais qu'est-ce qu'il en pense ? C'était pour ça. Ah oui.
Non, mais en fait, c'est des la solutions difficulté. anti-famille, quoi. Mais on va en reparler de toute façon dans un instant, hein, puisque on va revenir sur la voiture qui disparaît des centres-villes. Vous bougez pas, Tony. Merci beaucoup, Maxime, Merci, de nous Maxime. avoir Avec plaisir. appelé de ce coup de gueule. Si c'est partagé, hein, vous voulez bien entendu, comme Maxime, râler 0826 300 300. On revient dans quelques instants avec la voiture. Va-t-elle finalement disparaître des centres-villes? On en parle dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David, comme tous les jeudis, on parle automobile. Le débat du jour, la voiture va-t-elle disparaître des centres-villes? On en parle avec Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, et Tony Renucci, directeur général de l'association Respire et conseiller municipal à Joinville, le Pont. Petit rappel sur la séquence de la votation. Tiens, Yves Cara, cette votation qui a eu lieu, on en parlait tout à l'heure, hein, dimanche dernier, le 4 février, tout petit score, moins que finalement les trottinettes, 5,68, voilà, moins de participants en tout cas, pour des conséquences qui vont être terribles. Qui vont être terribles. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a 2 fois plus de personnes dans Paris qui n'ont pas de voiture, et on a sensiblement le même nombre de votants, à 7000 voix presque, qui n'est pas grand-chose. Donc, ceux qui ont une voiture dans Paris se sont mobilisés 2 fois plus que ceux qui n'en ont pas. Malgré la campagne de la mairie de Paris, ce qu'elle n'aurait pas dû faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est pour ça qu'il y aura peut-être des recours. Donc, finalement, la voiture sort gagnante. Voilà. Quelque part. Une question, on a entendu Maxime qui témoignait, qui a pris un véhicule hybride, qu'il a payé plus cher et qui va devoir payer le parking plein pot aujourd'hui. Est-ce que c'est logique de s'attaquer aux véhicules propres? Mais attention quand on dit véhicule propre. Attention quand on dit véhicule propre. Déjà, il n'y a pas de véhicule propre. Ah, bien. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, bravo. Et l'idée, ce sera jamais de remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique. L'idée, c'est de réduire les nuisances qui sont liées à la voiture et notamment au véhicule thermique. Et hybride, parce que vous allez vous le dire, mais l'hybride, j'entendais, c'est peu polluant. Non, c'est pas vrai. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que, et ça remonte même à avant la votation, faut bien le comprendre, hein, ça remonte même à l'essence de la ZFE, la zone à faible émission. C'est qu'on promeut aujourd'hui des véhicules qu'on va mettre critère 1 ou critère 0, donc soit critère 1 encore en thermique, soit en électrique, en disant, allez vers ces véhicules-là et ça va mieux se passer. Alors c'est pas complètement faux comme raisonnement, parce qu'effectivement on a moins d'émissions à l'échappement, ça c'est vrai, mais par contre on oubliait de prendre en compte une autre métrique qui était celle du poids du véhicule. Et ce que le problème qu'amènent les véhicules les plus lourds, et notamment les SUV, mais pas que, c'était tous ces phénomènes, notamment d'émissions hors échappement, qui se sont renforcés, notamment aussi, parfois, avec les nouveaux modèles de véhicules, et notamment les SUV. Et c'est aussi contre ça qu'il faut lutter. En fait, il faut aller vers un nouveau modèle, qui soit notamment des véhicules électriques, mais plus légers, plus sobres, et plus axés vers les citadines. Mais est-ce qu'on peut faire des véhicules légers, électriques plus légers, sachant que le poids des batteries est quand même très lourd encore? Oui, mais en fait, l'idée, c'est de mettre un seuil. Alors là, ils ont choisi 2 tonnes, mais il y avait quand même des véhicules en dessous, d'ailleurs, même en dessous du seuil de thermique. 1 tonne 6, hein, c'était pour la 2 tonnes pour l'électrique, parce que vous posez la question. Et 1 tonne 6 pour le thermique. Pour le standard. Mais en fait, vous avez raison, au départ, les véhicules, ils se sont alourdis, notamment parce qu'il y avait des normes anti-pollution et des normes de sécurité. Ça, c'est une réalité. Mais après, ça s'est de plus en plus alourdi parce qu'on mettait de nouvelles fonctionnalités aussi pour pouvoir justifier le prix plus élevé et la rentabilité des constructeurs. Donc l'idée, c'est quand même d'inverser cette tendance et de faire en sorte que ça ne soit pas toujours de plus en plus gros et de plus en plus lourd. Et ce qui veut dire que aujourd'hui, il est préconisé d'avoir une voiture urbaine. Une voiture pour la ville, une voiture pour la campagne. Voilà, non mais c'est ce que vous dites. En ville, oui, tout à fait. Mais comment font les familles en fait pour se véhiculer, pour sortir de Paris? Une fois que vous êtes sorti de Paris, tout le monde va pas rouler en Fiat 500 en fait. Non, mais ça, après, c'est des choix des familles et des consommateurs. En fait, moi, je ne comprends toujours pas cet argument de dire les familles ne pourront plus circuler dans Paris. Aujourd'hui, vous avez des véhicules... Non, c'est pas ce que je dis. Mais parce que je reprends cet argument qui ressort souvent et qui est un peu similaire à cette idée d'amener les familles. En quoi les familles ne pourront plus circuler avec ce qui a été voté le 4 février? Il y a des modèles qui rentrent dans les clous. Peugeot 2008, 3008. Un méchant SUV, c'est pas bien ça. Mais, non, mais effectivement, il y a des SUV qui rentrent quand même dans les clous. Donc, on n'exclut pas du tout les familles. Et effectivement, il y a certains usages, parce que c'est intéressant de voir les réactions, il y a certains usages qui seront toujours possibles en dehors des villes, parce que c'est quand même aussi dans les villes que se concentre la pollution, et c'est aussi à cause de la densité. Donc, moi, je vois pas en quoi on empêchera des familles aujourd'hui de circuler ou de circuler en ville. Par contre, on essaie d'orienter vers de
type de modèle et qui ne sont pas ceux qu'on avait promu jusqu'à maintenant. Et c'est aussi l'erreur, mais ça date pas d'Anne Hidalgo, ça date aussi de politique plus nationale. Il y a un paradoxe, et on va remonter à l'origine de la faute, comme au rugby. On a laissé dérouler le jeu, et puis on l'arrête et on revient à l'origine de la faute. En bon stadiste français, voilà, j'aime bien le rugby. Cette interdiction de vente des moteurs thermiques en 2035 interdit de fait les voitures familiales à batterie. Pourquoi ? Parce qu'une voiture familiale, on va dire un monospace, il faut un peu d'espace. S'il faut de l'espace et de la place, il faut des batteries. S'il faut des batteries, pour bouger la voiture un peu familiale qui est un peu grosse, il faut des batteries lourdes. Donc forcément, on aura des voitures 100% électriques familiales, lourdes. On ne peut faire, pour être vraiment écologique, que des petites voitures à batterie. Ça, oui, d'accord, ça c'est écologique. Les grosses ne le sont pas. Alors on n'aura plus de familiales. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais attendez, alors comment vous définissez une voiture familiale ? Une voiture familiale, alors moi j'ai eu 2 enfants qui ont fait du sport, j'avais besoin de la taille, j'avais besoin de mettre des sacs, j'avais besoin peut-être de transporter les copains, d'en mettre 4 avec beaucoup de... Voilà, c'est un monospace. Le monospace à l'époque c'était une voiture familiale, c'était bien, c'était honorable. Aujourd'hui les SUV ont remplacé les breaks et les familiaux. C'est ça une voiture où on a de la place, et je vais vous dire, quand on a une famille, on est fier de lui proposer de la place et de la sécurité dans un SUV ou dans une grande voiture. On est fiers, comme on préfère vivre dans 100 mètres carrés que dans 50 mètres carrés. Et avec ces histoires de batterie, uniquement de batterie, moins sur l'hydrogène, on espère qu'on y viendra, une grosse batterie familiale à 100% électrique, elle sera lourde, trop lourde. Oui, mais ça, on sait que ça sera lourd. On ne doit pas aller vers 100% électrique, c'est une erreur fondamentale. On sait que ça sera lourd. L'idée, c'est que on ne dépasse pas un certain seuil. Alors là, ils ont fait le choix de 2 tonnes, par exemple, à Paris. Je ne sais pas exactement, d'ailleurs, où ça en est pour les discussions sur le gouvernement, sur des seuils même pas dépassés sur l'électrique. Je ne sais pas si c'est toujours en cours ou pas. Mais l'idée, c'est pas de dire que... on sait que ça va s'alourdir avec l'électrique, mais l'idée, c'est qu'il y a un seuil pour qu'on évite d'avoir des véhicules qui soient toujours de plus en plus lourds. Et donc là, je parle plus pour ma paroisse sur la pollution de l'air, d'éviter de renforcer les émissions hors échappement, qui sont d'ailleurs devenues majoritaires, parce que maintenant, on est arrivé vers ces gammes de véhicules-là. C'est ça, en fait, aujourd'hui, le sujet. Et donc l'idée, c'est de trouver le bon curseur. Mais j'avoue que je ne comprends pas aujourd'hui, alors après, je peux entendre qu'il y a des critiques sur Anne Hidalgo et sa politique, mais je ne comprends pas pourquoi là, on met tous les mots de cette politique sur juste cette décision par rapport aux SUV et plus largement aux véhicules lourds et polluants en ville, alors même que c'est des choix de stratégie industrielle qui devraient être adoptés aussi par le gouvernement et envers les constructeurs. C'est eux qu'il faut réorienter. Mais peut-être que si on revient sur cette question de la votation, de dire est-ce que vous êtes pour ou contre des grosses voitures qui polluent et qui sont encombrantes, est-ce que la question n'est déjà pas orientée en fait ? Et j'ai entendu quelqu'un de dire est-ce que vous êtes prêt à voter pour un président de la République qui est un voyou, un menteur et un voilà. Mais en fait c'est la même chose. En fait, ça n'a ni queue ni tête. Non, mais surtout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, vous savez, et ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ont acheté, pardon de le dire, et qui ont peut-être 1 ou 2 enfants, des voitures peut-être un peu plus sécures, un peu plus larges, et qui sont des voitures électriques, elles vont être taxées au même prix que des gens qui polluent. Enfin, et pourtant, ils vont dans le sens de l'histoire. Et quoi qu'on en dise, et aujourd'hui, vous nous dites que la voiture électrique, c'est formidable, c'est machin, il y a quand même pas mal de constructeurs qui reviennent en arrière en disant, attendez, c'est pas si polluant que ça. Les voitures qui arrivent de Chine, elles sont déjà très polluantes parce que le trajet en venant de Chine, et ce sont des petites citadines et trucs comme ça, donc faut arrêter aussi de dire n'importe quoi. Il faut arrêter aussi de croire que vous avez toujours raison et que les autres ont toujours tort. C'est polluant de toute façon. Rien que le fait de les faire venir de Chine, ces petites voitures, elles polluent. Donc il faut pas se voiler la face non plus, enfin, à mon sens. Mais je suis d'accord avec vous, c'est polluant. Mais on le sait, c'est polluant sur l'ensemble du cycle de vie. À ce moment-là, il faut interdire la voiture, comme il faut interdire la cigarette, comme il faut interdire tout, en disant, voilà, on ne fait plus de voitures. Sauf qu'il n'y a pas, d'une part, d'alternative dans les villes, et je suis désolée de le dire, que ce soit en matière de sécurité, en matière de propreté et en matière d'accès. Et donc, il faut bien trouver des solutions. Et c'est pas en mettant de la place pour les vélos qui sont plus larges, finalement, que même pour les rues, pour les espaces pour les bus, qu'on va régler ce problème. Il faut arrêter aussi, pardon, c'est à vous de faire le débat, c'est pas à moi, mais je pense qu'il faut arrêter aussi cette punition constante, où les gens font ce qu'ils peuvent. Et dans votre équation et dans l'équation de Madame Hidalgo, il y a un problème d'argent aussi, un problème de pouvoir d'achat. Il y a plein de gens qui aujourd'hui ont acheté un SUV il y a 5 ans ou il y a 4 ans et qui ne pourront pas le changer. Mais
Alors, Et c'est quoi la solution de tous ces gens? On n'a pas de solution, en fait. Si je peux me permettre, parce que l'argument, effectivement, c'est les constructeurs qui construisent moins de petites voitures et plus de SUV parce que la marge est plus grande. D'abord, c'est pas des philanthropes, ils ont des salaires à sortir et des marges à faire. Voilà, ça c'est une première chose. Pourquoi est-ce qu'ils le font? D'abord parce que les SUV, j'entends souvent dire certains politiques, on vous force à acheter ça. Non, c'est pas ça le commerce. On fabrique quelque chose que les gens ont envie d'acheter. Ça a commencé avec le Qashqai, le Nissan, et c'est un segment qui n'existait pas. On s'est dit, ça a été un succès, les autres sont venus, quoi. Si vous faites des crêpes bleues et que dans un village, tout le monde veut des crêpes bleues, vous passez aux crêpes bleues, quoi. C'est juste ça le commerce. Et malheureusement, si on n'a plus de petites voitures citadines, c'est parce que c'est pas rentable de les fabriquer en France. Donc ils ont arrêté pour dégager des marges pour investir massivement dans l'électrique. Donc on en revient à 2035 et à cette interdiction de vendre. C'est ça le sens de l'histoire. C'est comme ça le procédé. Parce que les petites voitures, c'est génial pour les jeunes ou pas pour les jeunes, ça coûte pas cher. Il y en a plus. Pourquoi il y en a plus? Parce que c'est pas rentable et parce qu'il faut investir massivement. C'est ça le problème. Et nous, que ce soit les Français, que ce soit les neuves ou les voitures d'occasion, on les paye 30% plus cher en 5 ans. Et c'est pas un plaisir. Mais parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Tony Ranucci. Non mais... Vous voyez ce que je veux dire? J'entends vos raisonnements. Si on regarde parmi, je crois que c'était les 40 modèles de SUV les 40 modèles de voitures les plus vendus, il n'y en avait que 3 qui étaient concernés par la mesure, donc parmi les plus lourds, la mesure qui a été votée. Donc, à aucun moment on empêche en masse, en grande partie, quand même des véhicules. Il n'y en a pas que 3. Non. C'était vraiment une catégorie restreinte parmi les plus lourds. Il y en a encore plusieurs qui pourront venir, y compris pour les familles. Donc l'idée, c'était pas d'empêcher totalement la mobilité, mais je pense qu'il y avait d'ailleurs plusieurs sujets. C'était à la fois d'attirer l'attention sur le poids du véhicule, parce que ça amène des externalités qui sont négatives et qui sont réelles, sur les émissions de polluants dont je parlais, sur les émissions de CO2, sur la consommation de carburant, et y compris sur la sécurité, parce qu'on dit plus sécurisé pour les personnes qui sont à l'intérieur, et pourtant on voit quand même des études qui montrent aussi les effets que ça a, donc soit en termes de collision, soit aussi au niveau de la concentration du conducteur qui est moins attentif à la route. Donc c'est pas non plus un argument. Alors les totalement études, vrai. je les ai étudiées attentivement parce qu'on a reçu des articles. Je les ai lus aussi. Elles sont américaines, belges et suisses. Il n'y en a pas en France. Et alors, on a elle démontre ça. Non, mais c'est exactement ces études que je cite. On a un parc automobile qui est totalement différent de l'Amérique. C'est des études sur les SUV. De la Suisse. Et la Suisse, ils parlent des SUV. Alors, je les ai étudiés par cœur ces 3 derniers jours. De 2 tonnes 100, de plus de 2 tonnes 100. Et les SUV de plus de 2 tonnes 100, pour en essayer beaucoup. Quand ils sont hybrides rechargeables, ils font pas plus de 2 tonnes. Le plus gros, il fait pas plus de 2 tonnes. 2 tonnes 100, on est dans des voitures 100% électriques trop lourdes. Je suis d'accord. Et l'électrique, il y a une étude qui est sortie aussi en Suisse, qui disait que les voitures 100% électriques étaient plus dangereuses parce que la capacité d'accélération était moins maîtrisée par le conducteur et moins assumée par le piéton qui traverse devant. Donc il faut faire attention avec ces études. Il n'y a pas d'études en France qui disent... Non mais je n'ai pas dit qu'il y a des études en France, moi je vous parle des études. Ah bah ouais, donc il faut... Ouais, mais le parc automobile en France, il est avec nos SUV français. Il compare des SUV par rapport au poids. Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Des études avec leur nationalité, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Non mais c'est vous qui n'avez rien à voir en parlant de ça. Les SUV américains par exemple, on se dit les SUV américains, ils sont plus dangereux de 15%. Enfin, on dit les SUV américains sont 2 fois plus gros et demi, enfin une et demie à 2 fois plus gros que les nôtres. L'étude américaine, elle porte sur l'attention au volant. Non, pas du tout sur le poids. Ah non, attendez, je l'ai vu sur le poids. Il y a au poids bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Les courbes qu'ils ont montrées sont notamment sur la courbe d'accidentalité par rapport au poids et notamment ça a été documenté par rapport à l'attention au volant. L'attention au volant, le poids, on n'a pas les mêmes routes, on n'a pas les mêmes sécurités actives, pas les mêmes normes, ça n'a rien, on compare des carottes et des patates. Je ne vois pas en quoi c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Bon, enfin, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Toutes choses étant égales par ailleurs, on compare des choses qui ne sont pas comparables. On n'est pas d'accord, on va pas refaire le débat. Moi, je vous dis juste qu'un conducteur dans une voiture où il y a plus de fonctionnalités, où c'est vrai, plus agréable de conduire, on va pas se mentir, quand on est dans un SUV, eh bien, son attention est moins bonne et c'est un facteur d'accidentalité. C'est exactement ce que montre cette étude. Faudrait qu'on parle aussi de je vais plus loin. Ça veut dire quoi? Il faut revenir en arrière sur des voitures un peu plus... un peu moins équipées? Alors, ça dépend ce qu'on cherche. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, le fait qu'on ait un poids plus important, effectivement, va renforcer l'accidentalité et notamment le risque
mortalité en cas de choc. Donc déjà là, il y a la question du poids. Mais plutôt que faire ça, pardon, je vous coupe, plutôt de faire ça, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de donner des vrais cours de conduite à des gens, déjà de leur faire passer le permis, de mettre en place une vraie pédagogie pour la gestion de la voiture, parce que moi je vois plein de gens, je vous dis ça parce que moi je suis une ex-pilote automobile, donc je sais, enfin je pense savoir un tout petit peu conduire, plutôt que de donner le permis à des gens qui l'ont pendant des années et dont la plupart ne savent plus quel panneau c'est. Enfin, les gens sont un petit peu perdus avec les voitures. Il y a plein de gens qui sont pas capables de maîtriser une voiture, que ce soit un SUV ou pas un SUV. On peut être très bon conducteur dans une petite voiture ou dans une grande voiture, ou on peut être très mauvais conducteur, quelle que soit la voiture. Mais c'est juste aussi une possibilité, un problème d'expertise. Une voiture, c'est un objet qui peut faire mal, avec lequel on peut avoir un accident. Et je pense, moi, que tout le monde n'est pas apte à avoir son permis aujourd'hui. Voilà, il y a plein de gens qui sont sur la route, qui circulent sur la route, et c'est pas une question d'avoir ça me paraît dingue de dire qu'on a une voiture qui est chargée peut-être en technologie, et du coup il y a moins d'attention. C'est beaucoup plus sur le portable que sur la voiture. Et si je peux me permettre, au niveau des chiffres, alors c'est des chiffres positifs pour tout le monde, c'est pas du tout une attaque ou quoi que ce soit. Enfin, en 2023, on est passé sous les 3200 morts sur la route. Il n'y a jamais eu autant de SUV, il n'y a jamais eu aussi peu de piétons blessés, de motos blessés, de voitures, même de voitures et de piétons. Il n'y a que les trottinettes. On a un vrai problème avec ça. Plus 7%. Donc, il n'y a jamais eu autant de SUV, jamais eu autant de morts. C'est peut-être bien, non ? Oui, mais ça, c'est vous qui faites cette corrélation. Je sais pas, moi, quelle étude l'a démontré, mais si c'est le cas, moi, je l'ai pas vu. C'est pas une étude, c'est les chiffres de la sécurité. Oui, non, mais vous prenez les chiffres et vous dites, il n'y a jamais eu autant de morts, il n'y a jamais eu autant de SUV. Non, il n'y a jamais eu aussi peu de morts, et jamais eu autant de SUV. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est vous qui faites la corrélation. Ah non, c'est factuel, ça. Non, mais attendez, c'est comme si je vous prenais, il n'y a jamais eu autant de chômeurs, il n'y a jamais eu autant d'emplois. Enfin, on peut prendre les chiffres et dire ce qu'on veut. Non, est-ce que ça a été démontré par une étude ? Est-ce que vous appuyez sur une étude scientifique qui l'a dit ? Non, je vous dis simplement. C'est vous qui. Non, je vous dis simplement. Il n'y a jamais eu autant de SUV. Il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents en 2023 depuis des années. C'est tout. Après, on tire les conclusions qu'on veut. Signé par vos soins. C'est pas une conclusion scientifique, ça. Non, non, mais c'est intéressant à étudier quand même. Non. Non, je dis pas que c'est pas intéressant à étudier, mais je suis désolé, on peut pas donner deux chiffres comme ça, faire une corrélation et s'attribuer comme ça un résultat scientifique ou de recherche. Mais c'est la même chose que vous quand vous dites qu'il y a des accidents parce qu'il y a plus de technologie. Non, moi je m'appuie sur des études qui sont sorties. Oui, bon écoutez. Vous avez le droit de pas être d'accord. Ah mais bien sûr, et je suis ravie d'en parler avec vous, Tony Renucci. Vous restez avec nous, directeur général de l'association Respire, conseiller municipal à Joinville-le-Pont, et avec Yves Cara, porte-parole de Mobility et Club. Et vous pouvez réagir, 0826 300 300. On est bien entendu ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voies qui font rouler la France. Retour des vraies voies qui font rouler la France. Et s'il y a une chose qui coûte de l'argent, c'est le stationnement dans les parkings des villes de France, évidemment, dans les grandes villes. Nous sommes en compagnie d'Aurélien Beaumont, directeur marketing de Zen Park. Aurélien Beaumont, bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Alors, quand on regarde les études, le prix mensuel d'une place de parking à Paris est très élevé. 207,50 € chaque mois, ce qui fait pratiquement 2500 € par an. C'est énorme. C'est énorme. Comment expliquer ce prix ? Est-ce que c'est la pénurie de places de parking ? Et c'est une moyenne. Là, vous évoquez Paris, qui effectivement... ça varie d'un arrondissement à un autre, évidemment. Exactement, sur toute la France, en gros, le prix d'un abonnement mensuel, c'est à peu près 90 €. C'est 87 €, un peu plus de 87 €. Effectivement, Paris a passé la barre pour la première fois en moyenne des 200 €. Et alors, c'est effectivement lié, vous l'avez évoqué plus tôt, à la politique des villes qui vise à réduire en fait la place de la voiture en ville, le nombre de places de stationnement. Vous n'êtes pas sans savoir que Paris a la volonté d'ici la fin du mandat de l'équipe municipale actuelle de supprimer la moitié des places de stationnement, par exemple. Donc vous avez vraiment une demande qui reste forte, notamment dans les grandes métropoles, mais pas que. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon, à Toulouse, et de moins en moins de places disponibles en ville avec des tarifs qui sont de plus en plus chers. Donc c'est effectivement, il y a une inflation en tout cas dans certaines métropoles qu'on a notées nous, en particulier dans les grandes métropoles comme Paris, Marseille ou encore Lyon. Quelles sont les villes de France les moins chères finalement ?
Dans les villes qu'on regarde, vous avez des villes aussi qui pratiquent des tarifs qui sont finalement, dans certains cas même, qui baissent, hein, qui offrent plus de place, notamment dans les quartiers qui sont peut-être moins chers. Mais dans notre classement qu'on édite maintenant depuis 3 ans, des villes effectivement comme Strasbourg, comme Rennes, comme Nantes, en tout cas pour la location au mois, sont plutôt à des tarifs encore acceptables. Quand vous regardez, on édite aussi un baromètre sur les tarifs en voirie. Hein, vous l'avez évoqué, notamment Paris et Lyon qui souhaitent même accélérer dans l'augmentation des tarifs pour les véhicules les plus lourds. Vous avez encore des villes qui restent encore abordables entre guillemets par rapport à des villes comme Paris où ça devient vraiment extrêmement cher de se garer. Alors Aurélien Beaumont, parlons de Strasbourg. C'est la grande ville la moins chère de France. On est à 58 €. Je connais assez bien Strasbourg pour y avoir de la famille. C'est une des dernières villes de France où il y a encore des zones gratuites pour stationner, et y compris dans des beaux quartiers. Je pense au quartier de l'Orangerie, par exemple, qui est à côté du quartier de l'Europe. Est-ce que ça tire vers les prix vers le bas quand on fait encore des zones à stationnement gratuit dans une ville ? Oui, ça permet en fait d'avoir encore des solutions, notamment pour les automobilistes. Et c'est pas le cas à Strasbourg, mais de plus en plus de villes aussi. On peut parler des 2 roues qui commencent à devoir payer aussi leur stationnement dans la rue. Paris l'a mis en place. Il y a d'autres métropoles qui le cherchent, mais grosso modo, oui, vous avez encore des villes qui pratiquent des zones qui sont encore à tarif 12. Strasbourg en particulier, nous on travaille beaucoup avec la municipalité sur des parkings neufs. Quand vous savez, on construit des nouveaux parkings, maintenant on essaie de les construire avec de manière plus intelligente, avec en gros un stationnement qui se passe avec un téléphone. On partage les places entre les gens qui y résident, qui travaillent dans le quartier. En gros, les gens qui résident l'utilisent la nuit, et les gens qui visitent le quartier la journée, comme les commerçants, etc., utilisent les mêmes places. Donc on mutualise les places, et on travaille notamment, on a un très grand parking dans le quartier de Danube avec 600 places. Effectivement, on essaie de pratiquer des tarifs qui soient les plus adaptés possibles, avec des offres de services aussi nouvelles. Vous venez de l'évoquer abondamment il y a quelques minutes, pour notamment les véhicules électriques, avec des services de bornes de recharge aussi qui sont présents dans ce type de parking. Donc oui, Strasbourg par exemple a une politique qui essaie d'allier à la fois une offre de stationnement que les automobilistes et les motards ont besoin, et puis aussi des politiques de ville urbaine qui visent à réduire l'espace dédié à la voiture en ville, ce qu'on peut comprendre, mais il y a plusieurs manières de le faire. En tout cas, Strasbourg le fait assez bien aujourd'hui. Et quels sont les nouveaux services que Zen Park peut proposer? Ça veut dire que est-ce qu'on peut réserver une place? Est-ce que c'est quoi? Il y a beaucoup de digitalisation, donc aujourd'hui le service est important aussi. Oui, tout à fait. Alors, Zen Park, nous, on est né il y a une dizaine d'années. On est une start-up française. On est présent aujourd'hui dans 250 villes en France, les grandes métropoles, mais aussi des villes de taille moyenne. Et l'idée, c'est de proposer, en fait, on va aller dénicher des places libres dans les parkings privés, et aussi certains parkings publics, qui ne sont pas utilisés. Par exemple, on va aller voir des hôtels qui ont des places. Les hôtels, typiquement, ils accueillent leurs clients plutôt le week-end et la nuit. La semaine, leurs parkings sont souvent vides. Pareil, on va aller voir des immeubles qui ont des parkings où tous les résidents n'ont pas forcément besoin d'une place. On va aller voir des entreprises aussi. Je sais pas si à Sud Radio vous avez un parking, mais en tout cas le soir ou le week-end il y a peut-être moins de monde. Enfin, vous travaillez tout le temps, donc c'est peut-être différent par rapport à une entreprise classique. Mais et donc nous on va aller on a un boîtier qu'on va fixer sur n'importe quel portail d'accès qui va connecter le parking à notre application mobile, et vous, en tant qu'automobiliste ou motard, vous allez pouvoir trouver une place, la réserver en avance. C'est notre promesse numéro 1. Vous pouvez réserver jusqu'à 6 mois à l'avance votre stationnement. C'est pour ça qu'on s'appelle Zen Park. En gros, vous avez votre place qui vous attend avant de prendre les clés de votre voiture, et vous pouvez soit vous garer pour 1 heure, plusieurs jours, en tout cas entre un moment 1 et un moment 2, soit louer carrément au mois. On a beaucoup de clients qui font ça, et on essaie de pratiquer les tarifs justement comme on est sur des places qui sont normalement libres, qui sont souvent moins chères que en voirie ou dans les parkings traditionnels, qui pratiquent parfois dans certaines zones des tarifs prohibitifs, ou tout simplement dans des zones où il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a pas d'offre, il n'y a plus de place en voirie, c'est en centre-ville, et là pourtant il y a un immeuble de bureau qui est
totalement vides et on peut en faire profiter les automobilistes qui ont besoin de venir dans le quartier, quoi. Aurélien Beaumont, on peut louer une place de parking dans un parking type Zen Park ou un propriétaire. Il y a des gens qui louent des parkings ou des box qui investissent dedans. Est-ce qu'il y a une grande différence de prix entre les deux ou c'est vraiment à la tête, pas du client, mais à la tête de la ville? Ça dépend en fait effectivement de la localisation, c'est-à-dire effectivement les places de parking vont être plus chères à Paris parce qu'elles sont plus rares et qu'il y a plus de demandes que dans une ville comme Strasbourg maintenant. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans notre tarif moyen à Paris, évidemment, ça va dépendre si vous êtes plutôt Paris Centre ou plutôt proche du 20e, mais on va être entre 15 et 20 euros pour 24 heures de stationnement. Quand vous savez que le FPS pour 6 heures de stationnement dans la rue, il est à entre 50 et 75 euros et bientôt beaucoup plus cher, jusqu'à. On en a parlé il y a quelques minutes. 200 euros pour les SUV. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Donc l'idée, c'est de proposer une alternative et on a une alternative qui, je pense, est positive aussi pour les villes. Nous, on travaille très bien avec les villes. On est souvent consultés parce que l'idée, c'est justement plutôt que de faire uniquement la partie où on essaie de supprimer, de réduire la place, de trouver des alternatives. Là, il y a des millions de places qui sont disponibles en sous-sol, dans des parkings sécurisés. Nous, on peut installer notre technologie en moins de 4 heures. C'est hyper light. Et puis, les automobilistes peuvent s'y garer et ça profite à tout le monde, y compris le propriétaire, puisque le propriétaire de parking, un parking qui a des places libres, il paye les charges, ça lui rapporte absolument rien. Donc, l'idée, c'est aussi d'offrir un service à des propriétaires de parking. On a beaucoup de contacts en ce moment d'ailleurs pour les JO. Il y a beaucoup de comme vous savez, de tensions. Enfin, en tout cas, pour savoir si on va réussir à accueillir tout le monde. Et il va y avoir des automobilistes qui vont venir proches des sites des cérémonies et il y a des propriétaires de parking qui vont avoir des parkings plutôt vides cet été parce que tout le monde en tout cas on incite les Français à plutôt se déplacer pendant un JO. Et bien on va convertir en fait ces parkings en offres pour les personnes qui vont assister aux JO ou le staff des JO, etc. Sur la politique de prix, parce que forcément, qui dit JO dit tarif qui flambe. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous travaillez quand même une politique de prix pour que ce ne soit pas des hold-up à chaque fois? Ah oui, non, mais nous, on va pas avoir la même inflation que vous avez sur Airbnb ou, là, je vous ai donné quelques exemples. Encore une fois, nous, on est à 20 euros les 24 heures à Paris quand vous allez payer quasiment, le triple, voire le quadruple si vous vous garez dans un autre parking. Donc, non, on a toujours, en fait, si vous voulez, on essaie d'offrir justement toujours quelque chose de moins cher par rapport aux autres parkings traditionnels. Et là, l'idée, donc c'est zen aussi pour le porte-monnaie, c'est ça que vous voulez dire? C'est zen pour le porte-monnaie aussi? C'est zen pour le porte-monnaie, exactement. C'est zen pour éviter de tourner et c'est zen aussi pour la planète parce qu'en fait, l'autre chose qui nous anime, c'est que, on parlait d'études de chiffres il y a quelques instants et ça, c'est une étude qui est chiffrée. Un quart du trafic dans les grandes villes, comme Paris, mais d'autres aussi, sont liés à la recherche de place. C'est-à-dire que là, vous pouvez regarder la rue, vous comptez les voitures qui passent, vous en comptez 1 sur 4. En fait, c'est quelqu'un qui cherche une place. Donc, si on trouvait une solution de stationnement en fait plus facile, plus simple aux automobilistes pour éviter qu'ils stressent justement en volant, on réduirait aussi le trafic et donc la pollution. Merci en tout cas beaucoup pour toutes ces explications, Aurélien Beaumont, directeur des explications zen. Absolument, Zen Park. Ouais, absolument. Et merci de votre invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous restez avec nous dans un instant. Il fait partie des 6 finalistes de ce Grand Prix pionnier ACF 2024. Ça s'appelle Entroview. Il sera avec nous dans quelques instants. Vous allez voir, c'est un génie. C'est un génie. On en parle dans un instant, tout de suite. Et Sud Radio est partenaire du Grand Prix ACF Autotech. Ça se finira le 24 avril à l'Automobile Club de France, en direct sur Sud Radio. Absolument. Et on reçoit une des 6 entreprises pionnières. Nous avons avec nous Sohaib El-Outmouni, directeur de l'innovation d'Entroview. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et merci de venir avec tant de génie et d'intelligence. Ah oui, parce que là, c'est extraordinaire. C'est un peu trop, là. Non, vraiment. Okay. Mais Philippe va le faire parce qu'il le fera certainement mieux que moi. Alors, on va parler de cette idée. L'idée, elle est née
auprès d'un barbecue à Singapour. Racontez-nous, parce qu'il y a comme des endroits où ça arrive, les choses arrivent. En fait, c'était en 2014, donc je faisais mon stage de fin d'études. Je faisais un master de physique fondamentale à l'époque. C'était à Singapour. Facile, easy. Voilà, c'était à Singapour et on m'a invité à un barbecue marocain parce que je suis d'origine marocaine. Et donc moi j'y vais. Et là, il y a un monsieur qui est au centre de l'attention. Tout le monde lui parle, donc je vais lui parler. Il s'avère que c'est un scientifique et c'est un franco-marocain aussi. Donc je lui parle. Il y a des atomes crochus. Et puis il me dit qu'il travaille sur les batteries, il travaille sur l'entropie, mais qu'il avait envie de rendre l'entropie mesurable pour de vrai. Voilà. Et donc moi je dis ça va être super de faire ça. Ça serait pas mal de travailler ensemble. Donc moi je rentre chez moi et puis il y a mon ami qui me dit tu devrais googler cette personne. Donc je la google et en fait il s'avérait que cette personne c'est l'inventeur en fait de la partie moins des batteries qu'on a tous dans la poche. Donc la partie moins que tout le monde a dans la poche, dans son téléphone portable, dans les batteries, c'est une invention française et grenobloise. Donc cocorico. Vous pouvez faire de ça. Donc ce qui est dans les ordi portables et dans les futurs véhicules électriques. Alors moi j'ai besoin d'abord avant de continuer, vous avez déjà dit un mot magique qui est l'entropie. Ah oui. Voilà, comme on dit en occitan, Kesako. Voilà, c'est important d'essayer de l'expliquer avec des mots simples. On va essayer de faire ça. Donc moi, comment je fais pour l'expliquer en général? Je vais essayer de vous donner vraiment une approche plutôt exacte. Parce qu'en général, on dit souvent l'entropie c'est lié à l'ordre et au désordre. Oui. Mais je vais vous donner vraiment une définition plus exacte qui est plus scientifique à mon avis. C'est par exemple, vous imaginez un ballon d'air. Ok, vous le regardez. Quand vous le regardez, il change pas de volume, il change pas il change pas. Vous le voyez, il est stable. Mais vous savez très bien que les molécules d'air à l'intérieur, elles sont en mouvement. Oui. En fait, l'entropie, et vous savez que par exemple, pour un même volume, il y a plein de façons pour ces molécules de se configurer. Voilà. Et en fait, ce nombre de configurations, c'est l'entropie. Donc l'entropie est un nombre. C'est le nombre de configurations microscopiques pour un état visible donné. Voilà. D'accord, ok. Alors il y a une chose incroyable, c'est est-ce que c'est vrai sur les batteries lithium-ion, qui sont les batteries les plus utilisées, ou presque, deux batteries produites dans la même série peuvent avoir une durée de vie à utilisation parfaitement similaire qui va du simple au double, et ça on sait toujours pas pourquoi, et c'est pourquoi vous avez lancé Introview. Il a deux dîners de la tête. Non, de dire qu'on sait pas pourquoi c'est peut-être un peu trop, mais effectivement on sait pas totalement pourquoi. Oui, parce qu'en fait c'est de l'électrochimie, donc c'est très sensible à des défauts, et dès qu'il y a un défaut en fait le comportement à la fin il peut vraiment être très différent. Donc c'est vrai en fait quand d'une usine moi j'ai pris des Panasonic, donc qui sont les meilleurs au monde, c'est eux qui font les batteries pour les Tesla, et en fait quand je les fais vieillir dans mon laboratoire aux mêmes conditions, j'en ai toujours une sur 10 qui fait 2 fois moins de cycles comme on dit, donc qui dure 2 fois moins que la meilleure des 10. Et ça aujourd'hui on est incapable de l'expliquer. Aujourd'hui on va dire on sait d'où ça vient, mais on est incapable de le détecter en usine. On est incapable de dire celle-là va durer tant et celle-là va durer tant. On peut pas anticiper, c'est ça que je veux dire. Le problème c'est que dans les véhicules électriques on assemble toutes ces cellules, et donc ça veut dire que le pack il va être limité par la cellule la moins bonne, et donc il y a un gaspillage. Alors dans les Gigafactory, et vous travaillez avec, votre application permet de passer de 10 jours de test sur une batterie à 10 heures. C'est ça. Le test, comment est-ce que vous faites pour passer de 10 jours à 10 heures? C'est assez simple. De 240 heures donc à 10. Ouais, effectivement. Donc nous on travaille, comme vous l'avez dit, avec la seule Gigafactory qui est opérationnelle aujourd'hui en Europe, qui est dans le Nord. Je peux pas dire le nom. Non mais comme il y en a qu'une, c'est pas trop dur à trouver. Voilà, il y a plusieurs projets en France. Et en fait, comment on fait ça? C'est juste que au lieu d'attendre bêtement 10 jours et donc on fait 2 mesures, nous on va avoir une approche plus active. On va aller envoyer un petit courant dans la cellule pour voir comment elle réagit. Et à partir de là, on est capable de dire si elle a un défaut. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et faut savoir en fait que ces défauts-là qu'on doit détecter en Gigafactory pour toutes les cellules, donc des millions de cellules par an. En fait, si le défaut passe dans le commerce, ça peut créer des incendies, des explosions. Et on a eu des cas, en fait, il y a des bateaux, il y a même des bateaux qui ont complètement flambé. Il y avait des véhicules neufs électriques à l'intérieur et des milliards qui sont partis en fumée. Donc voilà. Ce temps de vérification qui peut passer de 10 jours à 10 heures, finalement, qu'est-ce qu'il apporte? C'est quoi le gain? C'est vraiment un gain de temps, et aussi un gain de stockage, parce qu'il faut savoir qu'il faut qu'un tiers de l'usine est dédié à ce test. Et donc là, on fait gagner de la surface à l'usine. Donc voilà. Et puis aussi de l'énergie peut-être aussi. De l'énergie aussi, parce qu'en fait on les stocke à température contrôlée, donc forcément on a besoin d'énergie. Voilà. Et une question quand même importante, est-ce qu'on arrive à corriger dans ces cas-là sur les batteries qui ont un défaut, le défaut qu'elles ont, ou est-ce qu'il faut les envoyer au recyclage directement? Aujourd'hui on va vous dire que c'est le but, mais aujourd'hui on n'y arrive pas. Voilà, clairement. Il y a même les usines, les Gigafactory mettent en place à côté des usines de recyclage pour recycler leurs rebuts. Il faut savoir qu'aujourd'hui une nouvelle usine de batterie elle a 40% de pertes dans sa production, une nouvelle. Et après un certain temps, elle arrive à 5%, c'est les meilleurs au monde. Donc les 40% de pertes, il faut en faire quelque chose. Et donc il y a des stratégies de recyclage directement dans l'usine. Question importante, est-ce que vous êtes le seul à faire ça ?
en France ou dans le monde? Alors, dans le monde, on est les seuls à pouvoir calculer l'entropie en temps réel dans une batterie. D'accord. Voilà, ça, on est les seuls à le faire. Donc c'est Cocorico, c'est C'est Cocorico, oui, c'est Cocorico, parce que c'est un brevet qui est grenoblois, donc c'est tout à fait Cocorico. Après, on n'est pas les seuls à aller voir ce qu'on appelle l'état de santé, les défauts, ce genre de choses, mais cette technique-là, oui, on est les seuls au monde. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui vous allez pouvoir l'exporter? Est-ce que vous avez déjà des contacts? Là, comme je l'ai dit, on discute avec une Gigafactory qui n'est pas française. Ouais. Voilà, on a un peu discuté avec les Asiatiques, mais on fait un peu attention. Ah bon? On se demande pourquoi. Voilà, mais pour savoir. Et puis oui, notre but c'est aussi d'aller aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment d'être plutôt mondial. Donc c'est la vocation de la startup, c'est d'être vraiment international. Alors, baisser le temps de test, ça va faire baisser le prix de la batterie aussi. C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, on a une concurrence qui est très forte, qui vient de l'Asie. Et nous, aujourd'hui, on veut faire des batteries en Europe. Et forcément, on va aller chercher le moindre centime de coût sur ces batteries-là. Et donc c'est pour ça que nous, on devient stratégique pour les usines ici en Europe. On parle de batteries de voiture, mais ça équivaut pour toutes les batteries, quel que soit le produit. Téléphone portable. Oui, alors les batteries lithium sont dans les téléphones portables, sont dans les ordinateurs portables et seront dans les véhicules électriques. Et c'est exactement la même chose. Votre téléphone qui tombe en rade au bout d'un moment, ça va être la même chose pour les véhicules électriques. Quand vous voyez votre téléphone au bout d'un moment, ça marche plus très bien, véhicule électrique, ça va être pareil. Et nous, c'est pour ça qu'on veut diagnostiquer mieux les batteries pour quand on la revend, par exemple, le véhicule, on peut dire, en fait, là, la batterie, elle est pas très bonne, ou alors elle est très bonne, on peut vraiment la vendre à un bon prix. D'accord. Alors, vous envisagez de lancer 2 nouvelles applications. La première est une application de diagnostic pour des batteries destinées à une seconde vie. Expliquez-nous. Voilà, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les véhicules électriques, ce qu'on fait, en général, c'est qu'au bout d'un certain kilométrage, on va enlever la batterie. On va pas regarder si elle est encore utilisable ou pas, parce que c'est compliqué à aller voir. Une batterie, c'est compliqué, hein. C'est pas comme les thermiques où on connaît depuis des siècles. Là, c'est nouveau. Et donc, en fait, là, il y a un problème, c'est est-ce que la batterie est bonne? Est-ce qu'on peut la réutiliser? Est-ce qu'elle est dangereuse? Et nous, on va arriver là, à ce moment-là, on va dire, la batterie peut être utilisée et voici combien elle vaut. Et donc, ou alors, il faut l'envoyer au recyclage parce qu'elle est plus assez bonne. Parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, la batterie a des problèmes de sécurité, elle peut prendre feu si jamais on la fait vieillir beaucoup trop longtemps. Et donc ça veut dire qu'elle peut servir quoi, dans une autre voiture? Elle peut servir surtout dans une autre voiture, mais surtout en fait pour du stockage stationnaire. Voilà, donc pour tout ce qui est énergie renouvelable. Le stockage stationnaire par exemple les énergies renouvelables, le photovoltaïque, voilà, c'est intermittent comme énergie, et donc il faut les stocker à un moment donné, et on pourrait utiliser ces batteries pour faire ça. Ah, c'est bien. Et la deuxième application en test concerne notre capacité à pouvoir calculer en temps réel l'état de charge de la batterie. Aléa, vous travaillez avec 2 partenaires industriels. Comment ça va marcher? Alors là, parce que quand Cécile vous a qualifié de génie, c'était pas une flatterie, c'était un qualificatif. Merci. En tout cas, on peut un peu se vanter par rapport à Tesla. Le seul truc qu'on peut faire, c'est que Tesla aujourd'hui, sur certains types de batteries qu'on appelle lithium fer phosphate, qui sont toujours du lithium et qui vont arriver en masse et qui sont déjà présents en Chine et qui est comme une ancienne technologie, ils ont du mal à déterminer l'état de charge. L'état de charge, c'est ce que vous avez sur votre téléphone, tant de %. Et eux, ils ont eu des pannes. Ils disaient qu'à 10%, c'était pas 10%. En fait, la voiture s'arrêtait à 10% parce qu'ils avaient du mal à estimer. Elon Musk, il a dit, en fait, à chaque fois que vous chargez à 100%. Comme ça, on est sûr qu'on est à 100%. Et vous faites ça tout le temps. Sauf que faut pas faire ça dans une véhicule électrique parce que ça vieillit quand on le fait à 100%, pas très bien. Et donc, nous, on a une technologie qui permet d'avoir l'état de charge plus précis en temps réel sur un véhicule électrique, ce qui va permettre de rentrer chez soi. Ce qui est bon de faire, c'est ça? Voilà, nous, on est plus précis. On va pas, au lieu de dire qu'on est à 10%, alors qu'on est à 0, nous, on va vraiment donner la bonne valeur. Alors là, c'est un truc que vous allez m'expliquer. On a 45 secondes. Pourquoi on ne peut pas charger à 100%? Pourquoi? Alors, en fait, faut voir la batterie comme 2 récipients. Voilà. Et en fait, quand on charge ou décharge, il y a un autre récipient qui est rempli et l'autre qui ne l'est pas. Et quand on remplit trop le récipient, en fait, il y a une pression qui s'exerce sur ce récipient-là et en fait, ça dégrade ce récipient-là et donc la batterie. Voilà. J'aime beaucoup la technologie de notre ami Sohaib. Oui, c'est comment ça s'appelle? Moi, j'apprends. Non. La philanthropie. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Merci mille fois en tout cas Sohaib El Othmani, directeur de l'innovation. Ça s'appelle EntroView. On est d'accord que c'est pas destiné aux particuliers, que non, c'est vraiment business to business. C'est business to business, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était passionnant et on a appris des choses et on aime bien apprendre des choses avec Philippe David. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis sur les vraies voies qui font rouler la France.